Nous allons maintenant poursuivre cette deuxième séquence avec la vision des professionnels, des fédérations, des représentants institutionnels et des producteurs de solutions d'épargne. On a le plaisir d'accueillir Laure Delahousse. Bonjour Laure. Bonjour Laure. Merci de nous rejoindre. Vous êtes directrice générale de l'AFG. Stéphane Penet. Bonjour Stéphane, merci. Vous voulez pas vous mettre au milieu ? Voilà. Et ensuite, Pierre Boquet. Bonjour Pierre. Merci de votre présence. Vous êtes directeur banque de détail à la Fédération bancaire française. Merci de votre présence. Merci à toutes et à tous d'être avec nous. On va faire un rapide tour de table, si vous en êtes d'accord, sur l'or en particulier. Pouvez-vous nous expliquer, nous rappeler en quelques mots le rôle de l'AFG et de la manière dont elle s'inscrit dans ce panorama global de l'épargne ? Oui, avec plaisir. Alors, l'AFG d'abord est membre du CCSF et nous avons été très fiers de participer aux travaux et aux travaux de l'OPEF. Et c'est Alexandre Koch chez nous qui a beaucoup travaillé. Et merci encore Catherine pour les nombreux échanges qu'on a pu avoir. Et donc l'AFG, c'est l'Association française de la gestion financière qui représente en France les gérants d'actifs. Les gérants d'actifs, c'est les producteurs de solutions d'épargne, donc les fonds d'investissement qu'on retrouve dans l'assurance vie dans le cadre d'unités de compte, sur les comptes titres en direct ou dans les PEA aussi. Et donc, quel que soit finalement le produit d'épargne, à la fin, soit vous investissez en titre en direct, soit vous investissez en fonds d'investissement que nous représentons, soit vous investissez dans des produits structurés qui sont des produits plutôt bancaires. Et dans ces fonds d'investissement, on a toutes sortes de stratégies d'investissement, j'y retournerai tout à l'heure, d'où l'importance dans un rapport d'être granulaire pour pouvoir comparer ce qui est comparable. Merci Laure. Pierre, quelques mots ? Oui, donc Pierre Boquet, de la Fédération bancaire française qui réunit toutes les banques qui sont installées en France. C'est à peu près 320 adhérents partout en France. Et nous sommes également membres du CCSF, membres de l'OPEF. Pour ma part, c'était Nicolas Raoult qui s'est beaucoup investi dans ces très nombreuses réunions. On n'a pas dit le nombre de réunions, mais il y en a eu quand même un certain nombre. Donc, forcément, les banques sont un des acteurs clés de la distribution de l'épargne financière. Elle avait été oubliée dans la liste d'Isabelle, mais je rectifie. Et à ce titre, ce rapport était un élément clé. En tout cas, le travail, nous y sommes très investis. Merci. Stéphane, quelques mots ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc, je représente ici France Assureurs, qui regroupe les 250 assureurs et réassureurs opérant sur le marché français, aussi bien l'assurance dommage qu'en assurance vie. Alors, les assureurs, dans le panorama, je dirais qu'ils sont un peu multifonctions. Ils sont tout d'abord concepteurs de produits d'assurance vie et producteurs de produits d'assurance vie, qui représentent aujourd'hui près de 60% de l'épargne des Français, y compris si j'y intègre les livrets réglementés et autres. Sur les produits analysés par l'OPEF, on est plutôt à 90 ou 95%. Mais nos produits, pour beaucoup, sont composés de supports financiers. Et à ce titre, nous sommes des clients, des adhérents de l'or, un peu comme Renault a quelqu'un qui lui fournit ses moteurs. Et voilà, donc nous sommes aussi clients des asset managers. Enfin, les assureurs peuvent avoir ce qu'on appelle des supports, notamment sur les unités de compte, qui sont des supports maison, hein, ça existe, ça existait beaucoup avant, beaucoup moins maintenant, mais pour beaucoup et la plupart, ce sont plutôt des supports qui sont faits par des professionnels de la gestion des supports financiers, que sont les asset managers. Et puis les assureurs sont aussi distributeurs, en partie parce qu'en direct, puisqu'ils ont des réseaux salariés, où ils sont des agents généraux qui distribuent leurs produits d'assurance vie, mais ils font aussi appel à des réseaux extérieurs, tels que des courtiers, des conseillers en gestion de patrimoine, des réseaux bancaires, qui distribuent également leurs produits. Donc voilà, nous sommes distributeurs, concepteurs et clients des asset managers, un acteur un peu incontournable dans le paysage de l'épargne financière des Français. Merci. Alors, vous l'avez entendu, hein, il y a eu quelques mots-clés de prononcer, valeur pédagogique du rapport, transparence, mais aussi de la manière dont il peut ou non faire évoluer les comportements d'épargne. Quel constat, Laure, tirez-vous déjà de cette première édition, rappelons-le, de ce rapport ?
Je crois qu'il est très important ce rapport parce qu'en France, on a pour caractéristique d'avoir une épargne très abondante. Et si on compte épargne financière et épargne non financière, on est même à des taux d'épargne de 19-20% en ce moment, donc c'est énorme. Mais cette épargne, elle a pour caractéristique d'être fortement investie dans des produits liquides pour les raisons liquides et souvent garantis pour les raisons qu'indiquait tout à l'heure Hervé, et qui font que finalement l'épargnant n'est pas toujours gagnant. Parce que pour battre l'inflation, on en parlait tout à l'heure Guillaume, il faut prendre un peu de risque, en tout cas sur le long terme. Et je citerai un chiffre que publie l'Observatoire européen de l'épargne chaque année. En moyenne, sur les 12 dernières années, la rentabilité moyenne de l'épargne des Français, c'est 2%. Donc tout juste au-dessus de l'inflation. C'est-à-dire que la moitié des Français ont perdu en fait en pouvoir d'achat, parce que moins de 2%, ça veut dire qu'ils ont perdu par rapport à l'inflation. Et que s'ils avaient investi purement en fonds propres, ce que je ne conseille pas forcément, mais le taux de rendement aurait été de 5%. Et donc, sur 12 ans, pour quelqu'un qui investit 1000 euros au départ, ça fait quand même 600 euros d'écart au bout des 12 ans sur la performance et donc son pouvoir d'achat dans 12 ans. Et donc, le gros intérêt, je trouve, du rapport de l'OPEF, c'est de mettre en perspective les différents produits d'épargne et au sein de ces différents produits d'épargne, les différentes stratégies d'investissement. Donc, si j'investis dans un fonds monétaire, c'est sûr que sur le long terme, je vais avoir du mal à battre l'inflation. Si j'ai un investissement qui est diversifié, là, j'y arriverai. Donc, la pédagogie, c'est diversification, ce qui est rappelé dans le rapport, diversification des placements. Quel est mon horizon de placement ? Quel est mon objectif ? Est-ce que je veux placer à 2 ans, à 5 ans, à 12 ans, à ma retraite ? Et à ce moment-là, comment je fais mon allocation d'actifs et comment finalement j'optimise mon rendement. Et cette démarche d'épargne, ces bons principes d'épargne, ce rapport, il est fondamental en les rappelant pour un grand public. Isabelle ? Mais alors, je me fais un petit peu la voix de la distributeur ou de la représentante d'Histoire qui n'est pas là. Vous mettez donc en avant aussi la place fondamentale du conseil et de l'approche effectivement du conseil dans cette démarche-là. Bien sûr, et pour ça, si on n'a pas appris par cœur le rapport de l'OPEF, en effet, il faut être conseillé parce que tout le monde n'a pas ces principes de base en tête. Et avant le rapport de l'OPEF, l'AFG avait publié les 12 principes pour investir à long terme, mais on retrouve le principe de verser chaque année régulièrement, de définir un horizon de placement, d'avoir une allocation qui colle à cet horizon de placement. Et pour ça, en effet, quand on n'est pas un spécialiste, il faut se faire conseiller. C'est vrai que l'horizon du temps est vraiment un paramètre très important. On l'a vu dans la première phase de la commercialisation du plan d'épargne retraite en 2019, où beaucoup de Français n'ont pas compris que c'était une épargne bloquée en long terme. Et on a connu effectivement beaucoup de demandes de rachat ou de demandes de transferts prématurés qui ont du coup coûté beaucoup d'argent aux gens. Donc cette dimension du conseil et de l'intégration de la dimension du temps dans l'épargne est une chose essentielle. Et dans le PER, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est cette gestion pilotée en fonction de l'horizon de placement qu'on a un peu piqué aux Américains, mais qui permet justement d'avoir même si on ne connaît pas grand-chose à la finance, de faire confiance à un gérant qui est encadré par la loi et qui permet d'amortir le risque au fur et à mesure qu'on approche de l'âge de la retraite. C'est le placement, la gestion pilotée à horizon. Stéphane Penet, aider à comprendre, c'est l'objectif, c'est un des objectifs de ce rapport. C'est aussi des initiatives au sein de France Assureurs. Oui, j'écoutais aussi avec beaucoup d'attention Christophe tout à l'heure, Christophe Bory, qui expliquait comment il y avait énormément d'épargne en France. C'est vrai que les Français épargnent beaucoup, plus que la moyenne européenne, d'une manière générale. Donc, et puis sur le fait qu'il avait besoin de cette épargne. Voilà, bon, donc... Or, ce que l'on constate, c'est qu'effectivement, le Français épargne beaucoup, mais le Français, quand on le compare d'ailleurs dans les normes d'éducation financière dans le monde, n'est pas forcément... Alors, il est plutôt dans le peloton première partie de ceux qui connaissent un peu mieux les mécanismes financiers et les produits de la finance, mais en réalité, il y a encore beaucoup à faire, et je pense notamment aussi aux jeunes épargnants.
parce que les jeunes épargnants, ça va être les épargnants de demain, et on voit parfois des comportements très, excusez-moi du terme, mais françaises des jeux dans la façon dont ils épargnent. Et ça peut faire aussi, ça peut faire peur par rapport à je dirais, à ce que se deviendront ces épargnants dans le futur. Donc nous, chez France Assure, on a toujours pensé que si nous voulons qu'il y ait une bonne adéquation entre les besoins et l'offre, il y a 2 piliers fondamentaux, c'est l'éducation financière et le devoir de conseil. Alors c'est un peu la tarte à la crème, l'éducation financière, et Christophe l'a dit aussi, il a dit tout le monde en fait, et c'est peut-être aussi un problème. Mais en réalité, je pense que l'éducation financière, elle alimente et elle permet un bon devoir de conseil. C'est-à-dire que lorsqu'un devoir de conseil se fait auprès d'une personne qui a un minimum de culture financière, les choses sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus pertinentes, parce qu'on n'a pas quelque chose qui parle un peu dans le vide et qui devient finalement une procédure obligatoire de conseil qui finalement n'apporte pas grand-chose. J'écoutais tout à l'heure Hervé qui disait, à juste titre, qu'il y a beaucoup de gens qui en réalité eh bien, se méfient un petit peu de ce qu'on peut leur dire concernant leur épargne. Et il a raison, je pense qu'il ne faut pas réduire, je dirais, la qualité d'une épargne à sa seule performance. Il y a plein d'autres éléments qui interviennent. Et justement cela, c'est important que les gens connaissent ces critères-là. L'OPEF, tel qu'il a été publié dans sa première version, constitue à mes yeux un très très bel exercice de pédagogie et de transparence. Pédagogie, je donne un exemple, il y a le chapitre qui explique les risques auxquels la série de risques qu'il y a derrière un placement, le risque de contrepartie, le risque de marché, le risque de change, le risque de manque de diversification. Je pense que ça, c'est des choses qui sont très importantes à connaître. Et puis, c'est aussi un exercice de transparence. On a parlé des frais. Les assureurs ont ouvert leur livre de compte. Enfin, d'ailleurs, c'est l'ACPA qui les a ouverts pour nous, nos livres de compte, pour, effectivement, de manière transparente, expliquer qu'il y a, effectivement, autour de l'épargne, il y a de l'ingénierie financière, il y a du conseil, il y a de la gestion administrative. Tout ça coûte de l'argent. Tout ça peut sans doute réduire la performance du produit si la personne était allée directement investir. Mais c'est la différence et c'est le prix à payer entre celui qui a lu sur Wikipédia un bon tuyau ou dont le boulanger de l'influenceur de la sœur lui a expliqué qu'il fallait absolument investir sur telle crypto-monnaie et le gars il y va les yeux fermés, des placements qui répondent davantage à des besoins formalisés. C'est le prix à payer, mais je crois qu'il est parfaitement légitime et justifié. Pierre Boquet, de votre point de vue, comment voyez-vous aujourd'hui la photographie, ce rapport? Est-ce que c'est une photographie consensuelle de l'épargne financière en France? Oui, je crois que le rapport, il est tout à fait consensuel. Il est le fruit d'un travail de toutes les parties prenantes. Tous ceux qui se sont prêtés à l'exercice ce soir l'ont confirmé. Et je ne peux être que d'accord avec ce que vient d'évoquer Stéphane, notamment sur le caractère pédagogique, parce que pour moi, c'est sa valeur principale aujourd'hui. Il ne crée pas de nouvelles données, il rassemble des données qui existent par ailleurs. Dans les processus de commercialisation, il y a beaucoup d'informations qui sont données, partagées avec le potentiel investisseur. Beaucoup, alors peut-être beaucoup trop, mais bon, le trop étant toujours finalement la seule solution que les autorités trouvent pour faire de la réglementation. Donc on arrive effectivement à beaucoup d'informations qui est aujourd'hui donnée à disposition, partagée sur les performances, sur les frais, mais ce qui rend d'autant plus essentiel la notion de conseil qui est clé pour qu'un ménage, une personne puisse faire un choix éclairé. Et je voulais juste revenir quand même, parce qu'on parle de l'épargne. Guillaume regrette qu'il n'y ait pas l'épargne bancaire ou de dépôt. D'abord, c'est pas une épargne qui dort, parce que la seule épargne qui dort, pour moi, c'est l'argent que vous mettez sous votre matelas. L'épargne bancaire, elle sert à financer tous les crédits immobiliers, les crédits à la consommation, tous les crédits aux entreprises. Bon, on ne sait jamais que 3 000 milliards en France
Donc, je ne pense pas qu'il faille créer une sorte de bataille entre de l'épargne de dépôt et puis de l'épargne dite financière. Je crois que les deux sont complémentaires parce que derrière, elles financent l'économie réelle, chacune d'une certaine façon. Et dans le fameux taux d'épargne dont on parle, il y a une troisième composante qui est quand même un élément, c'est un peu l'éléphant dans la vitrine, sur le patrimoine des ménages, c'est l'immobilier. Et donc, ce que les ménages dépensent pour rembourser leur crédit immobilier, ça fait partie du taux d'épargne aussi. Donc, il y a quand même ces trois éléments qui sont importants à avoir en ligne de compte. Donc, ce rapport, oui, il est essentiel en termes de pédagogie et à la fois sur les produits, mais aussi pour expliquer finalement, et les résultats le montrent, que performance et temps et risque, tout ça est lié. Et c'est plutôt des bonnes nouvelles que montre le rapport, j'allais dire enfin sur l'épargne financière, d'avoir des éléments positifs qui montrent que oui, plus on prend de risques, plus le potentiel de performance est là. Les frais sont cohérents avec ces performances avec ces potentiels de performance. Je vais y arriver là-dessus. Donc, je pense que c'est plutôt des bonnes nouvelles qui sont données à travers le rapport. On va faire un petit tour de table, si vous êtes d'accord, sur peut-être un point marquant que vous voudriez mettre en exergue sur ce rapport. Laure, qu'est-ce que vous voulez retenir de ce rapport? Il y a plein de choses à dire, on a déjà dit beaucoup. Deux, allez. Le premier élément marquant, je trouve que une des qualités du rapport, c'est de rentrer, en tout cas pour ce qui concerne les fonds d'investissement, dans une granularité suffisante pour pouvoir comparer non pas des choux avec des carottes et des carottes avec des choux, mais bien des choux avec des choux et des carottes avec des carottes. Et donc, chacun sait qu'un fonds investi en PME coté n'a pas la même performance qu'un fonds investi en large cap US. Eh bien, le rapport a permis de faire cette différence-là et donc de pouvoir juger de la qualité d'un produit, de la moyenne des performances, de la moyenne des frais, en toute comparabilité. Et ça, c'est important parce que, en fonction des objectifs d'un client, il va choisir plutôt d'être investi en Europe ou plutôt aux États-Unis, plutôt en actions, plutôt en obligations. Et la comparaison, elle a été bien faite. Et le deuxième aspect, c'est le rapport au temps dont on a tous parlé. Et donc, parce que je pense que dans l'esprit des Français, très peu ont cette notion de rentabilité qui est liée au temps pendant lequel je laisse mon épargne placée et qui lisse finalement le risque à court terme de la volatilité d'une action, par exemple. Et là, on a bien en perspective le fait que les actions, sur le long terme, c'est ce qui rapporte le plus, ce qui permet de battre l'inflation. Et dans un contexte où on parle beaucoup de retraite et où probablement on va avoir de plus en plus à compléter ces retraites par répartition par une retraite par capitalisation, cette notion de long terme, d'investissement à long terme, d'investir en actions de manière proportionnée en fonction de son âge, en fonction de son horizon de placement, c'est vraiment quelque chose qui doit, je crois, rentrer dans la culture des Français. C'est bon pour eux parce que ça apporte du rendement. Comme je le disais, on constate sur le rendement à long terme que c'est bien supérieur à ce que peuvent apporter des produits qui sont garantis et liquides. Et que c'est bon aussi pour l'économie, parce que je reprends aussi ce que disait Christophe, en investissant en fonds propres des entreprises européennes et françaises, on les rend plus innovantes, on les rend plus performantes par rapport à leurs concurrents, et on permet de créer de l'emploi et de la richesse en France et en Europe. Stéphane Penet, un constat ou quelques points saillants peut-être que vous voudriez mettre en exergue de ce rapport? Oui, d'abord, le rapport a fait beaucoup d'efforts sur la qualité de la donnée. Et ça, c'est très appréciable. On parlait tout à l'heure des rapports européens. Il y en a un qui a été publié récemment, qui est dédié à l'assurance vie, et qui s'appelle Cost and Past Performance sur l'assurance vie, avec des données qui n'étaient pas du tout celles du marché français. Et pourtant, il a pris des exemples français avec des données qui étaient fausses, avec des conclusions qui étaient donc fausses. Et on voit bien d'ailleurs comment, quand ces sujets de comparaison, de benchmark, pour revenir au sujet, sont traités à Bruxelles, ça fait un peu froid dans le dos parce qu'on se dit, mon Dieu, si ça commence comme ça, c'est mal parti. Alors qu'on voit que là, on est parti sur des chiffres qui sont les vrais chiffres du marché, et ça, c'était plutôt rassurant. La deuxième chose qui m'a frappé en lisant ce rapport,
et c'est vrai que ça, c'est un sujet, c'est qu'il y a une énorme richesse de produits. Entre les fonds obligataires, les fonds d'action, les fonds monétaires, l'immobilier, tout ça en gestion active, en passive. Et certains pourraient dire, mais c'est un peu trop, et finalement, est-ce que tout ça, ça ne décourage pas un peu, finalement, l'épargnant ? Moi, je ne pense pas. Je pense que cette richesse, elle est au contraire, elle n'est pas là par hasard, elle est là parce que le spectre des besoins est de plus en plus large. Et ça, c'est un fait sociétal. Enfin, les familles se décomposent, se recomposent, les parcours professionnels sont beaucoup plus hachés, avec des périodes où je peux épargner, des périodes où je ne peux plus épargner. Il y a la question de la retraite, qui est beaucoup plus prégnante aujourd'hui qu'elle ne l'était auparavant. Non seulement elle est prégnante, mais en plus, elle est réfléchie de plus en plus tôt. Enfin, moi, je ne sais pas... j'ai réfléchi à mes problèmes de retraite il y a un an, et il se trouve qu'aujourd'hui, beaucoup y réfléchissent à l'âge de 30 ans. Donc on est quand même sur des choses qui sont très différentes. Les gens veulent donner du sens à leur épargne. Il y a encore 15 ans, tout le monde se foutait royalement de donner du sens à son épargne. Donc tout ça, ce sont des évolutions qui font que les produits s'adaptent et répondent à tous ces besoins. Et donc je pense que ça n'est pas un défaut, mais c'est une réponse à la réalité d'un marché. Et enfin, mon troisième constat, et ça c'est l'aspect pédagogique du rapport qui est excellent, c'est que malgré toute cette foison de produits et cette diversité, cette complexité, ouais. Il y a des fondamentaux qui, eux, ne bougent pas. Et c'est ça qui est important et qui apparaît bien dans le rapport, c'est qu'effectivement, le produit qui va être non risqué, liquide, avec une très haute performance à court terme, etc., eh bien, ça n'existe pas. Qu'après, tout est une question de calibrage, tout est une question d'arbitrage, et tout est une question de formalisation du besoin. Et je pense que ça, c'est un des points fondamentaux aussi qui ressort de ce rapport, c'est que si je veux bien épargner, il faut que je me pose les bonnes questions. La formalisation du besoin, je pense que c'est un véritable point clé à la fois du devoir du conseil, mais à la fois ce que disait Hervé tout à l'heure. Les gens épargnent, donc ils vont vers la sécurité parce qu'ils ne se sont pas posé la question, forcément, quelle que soit leur capacité d'épargne, sur mais qu'est-ce que je veux faire de mon épargne. Et ça, c'est un point, à mon avis, auquel aide beaucoup ce rapport de l'OPEF. Avec Stéphane, vous insistiez beaucoup sur l'évolution du profil des investisseurs en termes de profil de risque. C'est-à-dire qu'on a vu les produits d'assurance vie, notamment, évoluer davantage sur une diversification de leurs sous-jacents, une évolution du fonds euro, qui était quand même le placement privilégié, vers maintenant des classes d'actifs beaucoup plus diversifiées, et de fait, des épargnants qui sont plus appétents par la protection de cette enveloppe assurantielle. Produit assurantiel. Produit assurantiel, excusez-moi. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, pendant très longtemps, vous savez qu'aujourd'hui, les produits d'épargne, d'assurance vie épargne, proposent ce qu'on appelle le fonds euro, qui est un fonds garanti, et ce qu'on appelle des unités de compte, où c'est des produits plus risqués, puisque la valeur varie en fonction des sous-jacents. Il y a encore 20 ans, on était plutôt à 15% du C par rapport au fonds euro. Ensuite, on est passé à 30%. Aujourd'hui, le stock est à 30%. Mais aujourd'hui, les affaires nouvelles, ce qui rentre à 40% sur les unités de compte. Donc, il y a effectivement de plus en plus d'appétence pour ce type de produit. Et j'en profite pour, non pas corriger, mais préciser ce qu'a dit Christophe Bory tout à l'heure concernant l'assurance vie, puisqu'il disait, oui, alors les gens, ils ne savent pas ce qu'ils font, alors du coup, ils vont dans l'assurance vie. Enfin, je résume, je caricature, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait un truc qui allait dans ce goût-là. Précisons quand même que l'assurance vie, aujourd'hui, c'est 64% des fonds qui sont investis dans les entreprises, certes pas tous en actions, 24% en actions, je crois une trentaine de pourcents, une quarantaine de, entre 35% sur des obligations d'entreprise et le reste sur de l'immobilier d'entreprise. Donc on a quand même, sur ces 2000 milliards d'encours d'assurance vie, on en a 64% qui est destiné aux entreprises et 80% de ces montants sont investis en Europe, dans l'Union européenne. Donc voilà, je reprécise ça parce que... Je précise aussi qu'un rapport de l'AMF qui a été donc publié sur les fonds non cotés montre que l'assurance vie est moteur dans l'investissement aussi sur ces classes d'actifs. Tout à fait. Mais je pense que ça, c'est des choses qu'il faut rappeler parce qu'il y a malheureusement, enfin
d'ailleurs c'est pas malheureusement, mais en tout cas il y a une image de l'assurance vie qui n'achète que des obligations souveraines de l'État, qui ne finance que la dette de l'État, ou qui reste sur des produits extrêmement sécurisants. Non, on accompagne l'appétence croissante des Français vers du risque, et c'est vrai qu'elle est lente, elle est pas super rapide, mais on l'accompagne. Et de ce fait, nous sommes aujourd'hui un très grand financeur. Et je précise aussi que la durée moyenne de placement sur l'assurance vie, elle est de 13 ans. On est donc sur des durations qui sont longues, donc du placement et du financement, qui est du financement de long terme. L'appétence au risque, je crois, Pierre, c'était Oui, un l'appétence sujet. au risque, Pierre, vous en avez parlé tout à l'heure. Vous voulez revenir dessus, peut-être, dans un des éléments du rapport, c'est... Oui, juste un point, c'est que effectivement l'offre est là. Le vrai défi, c'est la pédagogie. Et la pédagogie, pourquoi ? Pour améliorer l'appétence au risque. Alors, c'est pas au risque, c'est à la performance et donc à l'acceptation d'un risque qui doit être cohérent avec la situation du ménage et de chaque ménage. D'où l'importance derrière du conseil et donc de la capacité à avoir un écosystème qui propose du conseil à tout le monde. Dans d'autres pays, ils ont fait d'autres choix. Le conseil n'est pas pour tout le monde. Et en France, on a quand même une appétence au risque qui n'est pas... Alors, on pourrait toujours dire ça pourrait être mieux, mais qui n'est pas si mauvaise. Parce que, in fine, ce que montre le rapport, c'est que c'est par le choix des épargnants que se fait la performance. On l'a vu avec, notamment, l'importance de la zone géographique d'investissement. Voilà. Donc, il y a des éléments quand même fondamentaux qui montrent que ce rapport est essentiel pour la pédagogie nécessaire à faire et à développer pour générer cette appétence à la performance, je préférerais dire ça comme ça, et donc au risque, pour rendre utile et donner du sens, on en parlait tout à l'heure, à son argent, mais en acceptant le long terme. Il nous reste quelques minutes, donc je vais poser 2 questions en une pour faire un dernier tour de table, si vous êtes d'accord pour respecter le timing. D'abord sur l'utilisation du rapport. Voilà, quelle vocation a ce rapport auprès des professionnels, auprès des décideurs, auprès du grand public. Et puis la projection des évolutions peut-être du rapport que vous pouvez nous évoquer. Pierre d'abord. Alors, ça a été évoqué par d'autres tout à l'heure, comme un outil, je pense, d'abord utile aux politiques, à ceux qui décident ou qui établissent le cadre. Car finalement, définir une règle, si on connaît mal ou pas suffisamment de quoi on parle, on a une grande chance de se planter. Et on a pu voir que des réglementations pouvaient tomber à côté là-dessus. Donc la première utilisation, pour moi, la plus importante, c'est celle-là sur les décideurs publics. Bon, bien sûr, la presse, un outil de vulgarisation, si ça peut l'être, tant mieux là-dessus. Et sur demain, l'OPEF... L'OPEP a réussi en cette première année à être un lieu de dialogue, sans posture, sans éléments qui finalement sont inutiles à ces objectifs donnés par la loi. Je pense qu'on doit tous gérer nos frustrations personnelles et ce n'est pas un support pour faire des critiques, je pense que c'est un support pour avancer, pour que demain les ménages aillent plus loin et connaissent mieux l'offre et pourquoi il y a cette offre et en quoi elle peut leur être utile. Donc c'est un outil qui peut être utile, moi me semble-t-il, d'abord sur cet aspect de clarification et de pédagogie sur l'offre financière en France. Au niveau des acteurs professionnels, heureusement, après tant d'années ou décennies à faire de la distribution de produits financiers, il ne faut pas un rapport comme l'OPEF pour améliorer ou pour améliorer peut-être la pratique ou la connaissance des intermédiaires ou des commerciaux. C'est un travail constant avec beaucoup d'informations et de formations à faire. Laure, de votre côté, peut-être l'utilisation et la projection sur l'avenir ? L'utilisation, oui, je partage ce que dit Pierre, mais je pense que c'est un rapport source. En fait, il rassemble, il fait la synthèse de plein d'informations. Donc, je pense que des particuliers vont pas spontanément aller lire le rapport, même si il est lisible par des gens qui ne sont pas forcément des spécialistes de la finance. Mais oui, il va servir aux politiques, pourquoi pas aux journalistes, aux comparateurs, aux professionnels, pour comparer leur offre aux moyennes qui figurent dans le rapport.
Et quant aux évolutions, on change rien. Enfin, je veux dire, moi, je me projette dans le temps long. Si on change de méthodologie et de cadre chaque année, on n'arrivera pas à avoir un suivi l'évolution, de voir l'évolution des choses. Donc, bien sûr, il y a encore quelques petits angles morts, des choses à améliorer, mais je crois que c'est en cours. Et donc, mais il faut pas changer. Enfin, on est dans l'immédiateté en ce moment. Je pense qu'il faut regarder. C'est comme l'épargne. Il y a un temps long pour l'épargne. L'OPEF doit s'inscrire, à mon avis, dans cet horizon et pas modifier des méthodologies chaque année. Stéphane ? Eh bien, l'esprit de la loi Industrie verte voulait que ce rapport s'adresse aux particuliers. Donc, c'est bien l'esprit de la loi. Force est de constater que c'est peut-être pas eux qui vont se précipiter le plus sur cette première version. Et donc, je pense qu'effectivement, ça va être plutôt les professionnels, comme cela a été dit. Beaucoup les médias, ça serait très bien, d'ailleurs. Je dis ça comme ça, mais et les politiques également. Dans les évolutions, je suis comme Laure sur le fond. Ne changeons pas trop. C'est la photo qui est intéressante, mais c'est aussi la dynamique dans le temps. Et donc, si on veut comparer des choses comparables, il faudra pas changer fondamentalement les choses. Il y a quelques trucs sur lesquels on a déjà commencé à travailler avec la présidente et avec le CCSF, mais fondamentalement, je pense qu'on est sur le bon, format. Alors sur la forme, par contre, je pense qu'on pourrait peut-être améliorer les choses. Alors, j'avoue que je n'ai pas beaucoup d'idées. Et d'ailleurs, quand la présidente nous a dit vous voulez changer les choses, dites-nous comment, on a été un peu sec. Donc, c'est pas facile. C'est facile. La critique est facile. Mais voilà. Néanmoins, je pense qu'il serait bon je pense que les outils digitaux permettent de faire ça, de faire en sorte que la personne, le particulier, parce que je pense qu'il faut vraiment maintenant qu'on s'attache à faire une forme qui s'adapte plus aux particuliers, parce qu'encore une fois, c'est l'esprit de la loi et je pense que c'est l'objectif que l'on doit rechercher. C'est de pouvoir aller directement et facilement à l'information dont on a besoin et de ne pas avoir ce côté un peu catalogue universaliste, si je puis dire, qui peut effectivement rebuter un peu dans la lecture. Alors certes, il y a un sommaire, certes, il y a une logique, mais aujourd'hui, il y a quand même des outils qui vous permettent, par des mots-clés, d'aller trouver un peu... Enfin, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a quelque chose à améliorer, peut-être sur la forme. Et je voudrais juste terminer par ça, parce que je pense que je ne l'ai pas assez dit. Je voulais beaucoup remercier la présidente du CCSF pour l'excellent travail qu'elle a fait, parce que ce n'était pas facile. Et aussi remercier les membres de l'OPEF, parce que tout ça s'est passé alors que quand on m'a dit qu'on allait faire un truc comme ça, je peux vous dire que on s'est dit oulala, ça, bon courage. Encore un truc de législateur. Et voilà. Donc non, mais ça s'est plutôt bien passé. Je pense que le résultat, pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Donc bravo à la présidente d'avoir su naviguer sur ces eaux parfois un peu agitées. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour conclure, Jean-Luc, je crois que sur cette table ronde, on est quand même un petit peu interrogatif sur notre format. Je crois que l'OPEF a effectivement adopté un format très universitaire, très classique. Et tout le monde s'accorde à dire qu'il faut maintenant qu'on aille plus davantage à la rencontre de l'épargnant, à la rencontre du Français. Alors peut-être par des modules de capsules, extraire de notre rapport des éléments marquants, des éléments structurants pour améliorer d'une part la pédagogie, l'accessibilité et puis les informations qu'on a voulu transmettre aux épargnants et en faire évidemment un outil aussi pour nos hommes politiques, nos parlementaires qui ont aussi parfois un peu besoin d'éducation financière. En tout cas, merci de votre contribution, merci de votre présence. Merci madame, merci messieurs. On peut vous applaudir.